Dans l'actualité, ce vendredi 15 mars 2024, le nouveau code électoral déclaré conforme à la Constitution. Les 7 sages de la Cour constitutionnelle ont tranché hier après examen de plusieurs recours en inconstitutionnalité, à suivre les avis de divers analystes et citoyens béninois. Des femmes entrepreneurs, on en trouve, mais des cunicultrices diplômées en maintenance biomédicale et hospitalière ne courent pas les rues. Ce soir, on vous emmène dans l'univers de l'une d'entre elles, trouvée et dénichée par Ariane Da Silva. Et si la librairie vit des livres en version papier, à l'ère du numérique, faut-il penser sa transformation des librairies aux bibliothèques? Quid de l'avenir du livre papier? Réponse dans le dossier du jour. Merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Il a fallu examiner une dizaine de recours et une requête pour arriver à ce verdict. Le code électoral est déclaré conforme à la Constitution en toutes ses dispositions. Les 7 sages de la Cour constitutionnelle ont validé le texte de loi hier au cours d'une instruction publique de l'affaire en présence des requérants et de leurs avocats. Entre autres sujets sur lesquels a statué la Cour, l'authenticité de la loi déférée au contrôle et la création par la Sénat de nouveaux postes de vote. L'essentiel à retenir de ces 2 points, c'est avec Alexandra Djotan. Saisi par les députés Biosika Abdel Kamel Wassangari, Gafari Adeshokan, Habibou Orokoubou, Nourenou Achade, Kolaole, Djima Ogbon, Joël Godonou et Edwige Tossa épouse à Sogba sur la question de l'authenticité du test de loi adopté par l'Assemblée nationale le 5 mars dernier. La Cour constitutionnelle répond. Relativement à ce point, la décision DCC 24-40 du 14 mars 2024 de la Cour stipule ce qui suit. Considérant que les membres de l'Assemblée nationale requérants soulèvent que la mouture de la loi, objet de contrôle en ses articles 37 et 41, n'est pas conforme à celle adoptée par la représentation nationale en sa séance du 5 mars 2024, qu'ils indiquent par ailleurs que l'article 42 voté ne figure pas dans la version officielle, considérant qu'en réponse, le représentant du président de l'Assemblée nationale précise que la version de la loi transmise à la Cour constitutionnelle par le président de la République fait foi, considérant que l'analyse des articles 37 et 41 susmentionnés tels qu'ils résultent des recours adressés à la Cour par les députés et de la version soumise au contrôle de constitutionnalité ne révèle pas de contradiction, que de même l'article 42 n'y figure pas, qu'il s'ensuit que la question préalable soulevée par les requérants est inopérante. Sur le deuxième aspect de saisine, celui relatif à la création par la Sénat de nouveaux postes de vote, la Cour constitutionnelle, considérant que l'article 37 nouveau alinéa 1-3 du Code électoral dispose ce qui suit. Citation. Pour chaque élection, le Conseil électoral, sur proposition de la Direction générale des élections, désigne par arrondissement un coordonnateur chargé de l'organisation des opérations électorales. Par décision de la Commission électorale nationale autonome, les arrondissements de grande étendue ou ayant plus de 100 postes de vote peuvent être éclatés en plusieurs zones avec chacune un coordonnateur de zone ayant les mêmes attributions que le coordonnateur d'arrondissement. La décision visée à l'alinéa 2 du présent article est publiée au journal officiel et communiquée aux partis politiques au plus tard 30 jours avant la date du scrutin. Fin de citation. Cette disposition, selon la Cour, répond bel et bien à l'exigence d'efficacité dans la supervision des opérations de vote, de célérité dans la compilation des résultats et l'acheminement des plis aux structures compétentes. Elle garantit plutôt une meilleure organisation du scrutin et ne porte donc pas atteinte à la Constitution. Et quand il faut se prononcer sur le seuil d'éligibilité, la Cour tranche, aucune disposition n'est violée dans le Code et la liberté des parrainages n'est pas supprimée. Sur la matinale ce jour, Rachidat Biomaman reçoit un expert en gouvernance locale pour apporter une analyse de ces aspects. Voici un extrait de ses propos. L'ensemble des dispositions qui ont été votées pour réformer le code électoral étaient déjà dans le code, dans la loi de 2019 qui a été validée par la Cour constitutionnelle. Donc, premier élément, c'est que il n'y a pas d'innovation majeure par rapport à l'ordre juridique qui était en place. Il y a seulement
le seuil de représentativité qui est venu au niveau des circonscriptions électorales, mais ce seuil de représentativité existait déjà au niveau des circonscriptions électorales pour les communales. Donc si ça existait au niveau des élections communales, c'est normal que ça puisse exister aussi au niveau des circonscriptions pour les élections législatives. Alors que c'est sur ça que beaucoup avaient misé une réponse négative de la Cour. Donc je pense que si vous prenez par exemple le taux de parrain qu'il faut avoir, c'est passé de 10% à 15%. Alors si la Cour a accepté 10%, pour quelle raison elle n'accepterait pas 15%? Parce que ça relève d'une décision du Parlement. Même quand on dit que la Cour a donné des injonctions et le Parlement est allé au-delà, il n'y a aucun problème de droit à ce niveau. C'est si le Parlement n'atteignait pas au minimum ce que la Cour disait qu'il y aurait problème. Globalement, quand on va lire la décision de la Cour, on verra que tout est conforme à la Constitution. Je pense que la période des débats, des supputations est passée parce que la Cour s'est prononcée et je pense que, contrairement à ce qu'on peut croire, le Code électoral n'est pas une loi organique, n'est pas une loi constitutionnelle, donc c'est une loi ordinaire. Tout ça, je pense fondamentalement que on peut tourner cette page et développer les stratégies et préparer surtout les élections générales. La Cour constitutionnelle qui déclare le nouveau code électoral conforme à la Constitution, et à l'annonce de cette décision, nous avons promené notre micro dans les rues de Cotonou. Voici les propos recueillis par Ghislain Poguet et Brice Chibozo. Si la Cour l'a dit, c'est fini, donc il n'y a pas de recours. Hein. Mais je pense qu'au lieu de chercher à tirer encore, à raisonner, etc., que les gens travaillent sur le terrain. Hein, il faut que l'opposition, c'est-à-dire les démocrates, sachent que c'est la démocratie aussi. Hein. La Cour dit que c'est conforme, qu'ils acceptent comme ça et qu'ils travaillent réellement sur le terrain. On parle de 15% sur le plan national pour les législatives et 20% dans la circonscription. Ça arrange plutôt les démocrates. Il n'y a pas de panique. Hein. Je ne sais pas pourquoi les uns et les autres paniquent. Hein, le gouvernement est dans son droit et les opposants aussi doivent savoir que c'est bon pour eux de travailler sur le terrain. C'est le quotidien des Béninois qui est important. Que les gens passent au quotidien des Béninois plutôt que de paniquer. Le code a été accepté par la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que la Constitution a prévu? Qu'est-ce que le code a dit? Les décisions de la Cour constitutionnelle, c'est sans recours. Si la Cour constitutionnelle juge le code conforme à la Constitution, alors c'est que c'est conforme à la volonté du peuple. Le sachant sait que c'est comme cela que la Cour doit agir. La Cour a dit le droit. Son travail, c'est de voir la conformité du nouveau code avec la Constitution. Pas plus. Tel qu'on m'a expliqué les choses, les sages de la Cour ont bien fait leur travail. Ceux qui pensent que la Cour allait rejeter le nouveau test ont fait preuve d'ignorance. Ils méconnaissent le fonctionnement de l'institution. Et ce nouveau code électoral est-il un texte qui consolide la démocratie? Vous allez le voir. De l'avis de plusieurs citoyens, la réponse est oui. Voici ceux à qui Ghislain Poguet et Igor Ayosson ont tendu leur micro. Le nouveau code électoral touche 43 articles de l'ancien texte et les modifie. Le législateur n'a voulu laisser personne de côté. Un texte qui vient participer à la consolidation de la démocratie au Bénin. Est-ce que nous voulons que notre pays avance ou bien nous voulons stagner et nous voulons rester simplement dans la médiocrité? Et le code électoral est venu pour régler certains problèmes que nous avons toujours eu dans notre pays. Nous avons eu des problèmes de transhumance. Nous avons eu des problèmes d'émiettement de partis politiques. L'objectif visé en faisant la réforme du système partisan
Et surtout, avec le code électoral de 2019, l'objectif visé, c'est que nous puissions avoir de grands partis politiques, des regroupements d'envergure nationale. Pourquoi ce grand tollé, pourquoi cette levée de bouclier contre cette version du code électoral? Puisque ceux qui font la levée de bouclier disent qu'ils sont du côté du peuple. Mais s'ils sont du côté du peuple, ils n'ont rien à craindre. Ils n'ont qu'à aller aux élections, le peuple va les plébisciter. Au nombre des nouvelles dispositions, la réduction de moitié de la caution pour les candidats à l'élection présidentielle, 25 millions désormais au lieu de 50 par le passé. Mais aujourd'hui, puisqu'on a renforcé le mécanisme pour avoir des candidats crédibles, la réduction de la caution devient tout normal. Le président Patrice Talon a entrepris une consultation des partis politiques. Rappelez-vous qu'il a reçu les démocrates en premier. Chaque parti a fait sa proposition. Cette démarche, pour moi, est une démarche inclusive. Les démocrates, je pense que c'est eux qui le disent. Si nous méditons un peu, nous allons comprendre qu'ils sont en train de s'exclure eux-mêmes. Sinon, c'est eux-mêmes qui ont proposé ces 25 millions-là. Mais s'ils disent aujourd'hui qu'on les exclut du jeu, non, c'est pas ça. C'est ce qu'il doit dire à l'opinion publique pour se faire plaisir à la population béninoise pour dire que ça ne marche pas. Un texte qui fait de l'inclusion une priorité, libérant les énergies et les initiatives, donc la consolidation de la démocratie et d'un climat social apaisé au Bénin. Quelle place pour la femme dès les prochaines joutes électorales? S'il y a une question peu évoquée dans les débats sur le nouveau code, c'est bien celle-là. Julia Kouékou et Ariane Da Silva ont tendu leur micro à deux femmes politiques pour s'y prononcer. On les suit. C'est dans la droite ligne du renforcement des acquis des partis, des grands groupes politiques, pour dorénavant être éligible à l'attribution de sièges de députés. Il faut, par ces concessions, avoir réalisé 20% des suffrages exprimés. C'est une nouveauté qui a quelques conséquences, mais positives pour les populations qui s'échinent à voter pour le leader, pour les envoyer, les représenter à l'Assemblée nationale. Il y a un autre point fondamental qui reste la fin vraiment de l'instabilité au niveau de notre choix, au niveau de la gestion même de notre choix, parce que c'est pas le choix qui est instable, c'est la gestion que nous faisons de notre choix. Nous avons légiféré pour mettre fin à la transhumance. Ça permet de fixer les hommes politiques dans leur choix et en même temps ça nous oblige à construire notre leadership petit à petit. À travers ce code, on devrait pouvoir aujourd'hui nous doter d'une feuille de route qui nous permette de construire notre carrière. Pour les législatives, nous pouvons peut-être nous retrouver tête de liste dans nos circonscriptions parce que on se serait doté d'une méthode qui nous permettrait d'asseoir notre leadership, qui nous permettrait de mieux organiser notre mandat, qui nous permettrait de susciter vraiment des adhésions intelligentes et de telle sorte à amener le parti à être loyal vis-à-vis de nous. C'est vrai, il n'y a pas d'amendement spécifique lié à la femme, c'est pas l'envie qui nous a manqué et ce n'est même pas l'opportunité que nous n'avons pas voulu saisir. Mais on s'est dit finalement en attendant de pouvoir légiférer pour que ce qui est valable pour les élections législatives le soit aussi pour les élections locales. Nous avons à travailler pour faire nos preuves. Le défi que ce code électoral pose, c'est que nous sommes obligés de nous adresser à toutes les couches. On ne peut plus parler que des jeunes. Nous sommes obligés d'être le parti des jeunes, le parti des moins jeunes, le parti des femmes, le parti des enseignants, le parti des artisans, le parti des paysans. Ce qui est certain, c'est que l'inclusion de toutes les couches de notre pays sera renforcée. Et le modèle béninois sur l'égalité des genres suscite admiration aux États-Unis sur initiative de CARE International. Une séance d'échange a réuni à New York plusieurs pays africains en marge de la 68e session sur la condition de la femme. La vice-présidente y représente le Bénin avec la ministre des Affaires sociales et la présidente de l'Institut national de la femme. Mariam Chabita Talata Zimé va partager les prouesses du Bénin sur la question de l'égalité des genres et la promotion du leadership politique féminin. La substance de son message dans ce compte-rendu de Jérôme Humba. Bienvenue dans l'univers des lapins.
Ici, il en existe de plusieurs couleurs et de tailles différentes. Le propriétaire des lieux, c'est Wendal, un jeune entrepreneur béninois, titulaire d'une licence en maintenance biomédicale et hospitalière. Wendal s'est très tôt découvert une passion pour la cuniculture. Les lapins, moi, c'est une histoire d'amour qui date de fort longtemps. Ça a commencé avec mes parents. Mes parents étaient dans l'élevage de lapins. Arrivé à un moment, ils ont laissé. Donc je voulais un business qui va me permettre de continuer avec mes études et d'avoir aussi le temps pour les affaires. Donc c'est pour ça que je me disais que les lapins n'avaient pas trop me prendre le temps, mais c'était mal connaître les lapins. Mal les connaître, puisque l'élevage des lapins est un exercice délicat. Il faut veiller, les surveiller. Quand on remarque quelque chose qui ne va pas, c'est d'intervenir le plus tôt possible. L'élevage des lapins, c'est bon, mais c'est un moteur diesel et turbo. Pour son activité, Wendal peut compter sur l'expérience de cette année dans le domaine de la cuniculture. On ne vient pas au lapin et le lendemain, ça commence par nourrir. Tu dois acheter les sujets, tu dois avoir les cages, tu vas commencer par les nourrir. Ils vont faire 1 mois avant de faire mise-bas. Et ces petits-là, tu vas les entretenir pendant 3 mois ou bien 2 mois et demi pour commencer par les vendre. Des conseils et astuces que Wendal met en pratique pour gérer son entreprise malgré les difficultés. Ce dont tout entrepreneur a besoin, il s'agit de financement. En 2017, j'avais commencé avec 12 sujets. Et aujourd'hui, je me retrouve avec 60 lapines reproductrices et une dizaine de mâles. Ce qui me donne par mois d'avoir près de 300 sujets. Avec un bon financement, on peut avoir les 60 sujets en 1 an. Il y a plus de demandes, mais il n'y a pas assez de production. Pour le jeune entrepreneur, la formation reste un levier important pour entreprendre. Quand j'avais commencé en 2013, j'avais commencé avec 6 sujets, 4 femelles et 2 lapins mâles. Mais au bout de 4 semaines, j'avais perdu tous les sujets parce que je n'avais pas de formation en ce moment. C'est là que j'ai décidé d'aller me faire former. Donc j'ai passé, je dirais, 3 ans comme ça à me former dans l'élevage du lapin. J'adhère pleinement à la politique du gouvernement, du chef d'État, qui en réalité encourage les jeunes à embrasser les filières qui conduisent vers l'entrepreneuriat. Moi, j'ai opté pour ça. Voilà pourquoi aujourd'hui je ne suis pas au chômage. J'aide toute personne à quitter le chômage. J'organise des formations, des conférences pour parler de l'entrepreneuriat avec les jeunes. Et je crois que c'est avec l'entrepreneuriat qu'on pourra développer notre pays. Pour son entreprise, Wendal rêve grand. Quand nous regardons ce qui se passe à l'extérieur, c'est qu'on est un peu en retard. On moderniser et atteindre les 1000 lapines reproductrices. Une ambition qui va contribuer à la croissance de son entreprise et à la création d'emplois. Vous l'avez sans doute compris, mesdames et messieurs, toutes nos excuses. Vous venez plutôt de suivre ce zoom sur ce cuniculteur diplômé en maintenance biomédicale et hospitalière qui s'investit désormais dans l'entrepreneuriat. Le point de la présence de la vice-présidente Mariam Chabi Talatazime à New York est à suivre dans nos prochaines éditions. L'association Les Amis de Monseigneur Isidore de Souza marque d'une pierre blanche le 25e anniversaire du décès du prélat. Ils ont déroulé une série d'activités à la hauteur de l'homme qu'il a été. Les manifestations ont commencé par une messe à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou sous les yeux de Alain Sochouma et Ramatou Lawani. C'est un homme qui aimait son pays, il avait l'amour de son pays et l'amour de Dieu. Et je crois qu'il a vraiment donné le meilleur de lui-même pour que cette conférence des forces vives de la nation, comme on se le rappelle, de 1990, puisse être une réussite. Monseigneur Isidore de Souza a été l'un des artisans de la réussite de la conférence nationale de 1990. Pour marquer le 25e anniversaire de son rappel à Dieu, l'Association des Amis de Monseigneur Isidore de Souza a demandé une messe pour rendre hommage au prélat émérite. Il est un modèle de cohésion, un modèle de paix, un modèle d'engagement pour la vie socio-politique, un modèle d'engagement pour le bien de ce pays, pour un modèle d'engagement pour la dignité de la personne humaine, et un modèle qui doit permettre aux gens de savoir qu'il faut laisser leur cœur parler. Il disait, et après un échange avec le président Mathieu Kérékou, Monsieur le Président, laissez votre cœur parler. Et
Monsieur le Président de la République a laissé son corps parler. Et donc c'est un monsieur qui est un fédérateur. Et nous avons à le prendre comme un modèle aujourd'hui pour qu'il y ait des efforts de fédération, que nous ayons des hommes fédérateurs dans ce pays pour le bien de ce pays. Pour la paix et le vivre ensemble dans notre pays, l'héritage de l'homme d'église ne devrait pas être ignoré. Que le peuple béninois se souvienne qu'au début de notre démocratie, qui est à l'église, qu'aucun activisme politique, qu'aucune posture, qu'aucune défense de position politique ou politicienne ne m'amène et n'amène aucun acteur politique à traiter l'Église en particulier et les confessions religieuses en général, ainsi que la société civile dans son ensemble, avec mépris. Je suis persuadé qu'il y a d'autres de Sousa, tapis quelque part, qui sont prêts à donner leur vie, à donner leur sang, à donner leur temps, leur disponibilité pour qu'on s'écoute. Mais si seulement nous pouvons chaque jour entendre les dernières paroles de Sousa, en résumé, c'est que le sang ne coule pas et que dans la paix, nous résolvions tous nos problèmes existentiels. Si nous pouvons l'écouter, ce sera une bonne chose. Monseigneur Isidore de Sousa reste un prélat qui, au-delà de la conférence nationale, a donné de sa personne et de sa personnalité à la République. Plaise le ciel qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans cette foule. Que son âme repose en paix. Dans un tout autre registre à présent, deux nouveaux généraux de division de l'armée béninoise portent les galons. Il s'agit de Bertin Bada et Fructueux Gbagidi. Au cours d'une cérémonie dans la pure tradition militaire à Cotonou, les deux généraux ont reçu leur galon de général de division sous les yeux de Ghislain Koguet et Brice Thibozo. Le général de brigade, Fructueux Candide Akhodeyon Gbagidi. Général de brigade aérienne, Bertin Bada. Les deux généraux avaient sur chacune des épaules 2 étoiles. Ils étaient généraux de brigade. Ils sont à présent généraux de division. 3 étoiles sur chacune des épaules. Le désormais général de division, Fructueux Gbagidi, est le chef d'état-major général des forces armées béninoises. L'officier Fructueux Candide Akhodeyon Gbagidi s'est distingué par des états de service remarquables. À votre poste d'attaché de défense près l'ambassade du Bénin en France, vous avez usé de vos qualités de négociateur et de diplomate pour dynamiser la coopération militaire. Promu au poste de chef d'état-major de l'armée de terre en 2016, vous avez su élever les standards en matière de commandement et faire une gestion efficiente des ressources humaines pour rendre l'armée de terre pleinement opérationnelle. Chef d'état-major général des forces armées béninoises, vous avez démontré votre capacité exceptionnelle à mener vos hommes et femmes avec honneur et intégrité. Il est reconnu comme l'un des meilleurs chefs d'état-major général de l'armée béninoise. Les jeunes officiers le prennent pour modèle quant au commandement. Il a le respect et l'oreille de la troupe. L'armée de l'air a donné à l'armée du Bénin un général de division, le premier dans l'histoire des armées béninoises. Monsieur le général de division aérienne Bertin Bada, vous avez gravi tous les échelons de la spécialité, commandant de bord et instructeur pilote de l'armée de l'air du Bénin. Vous avez occupé plusieurs postes de responsabilité, dont notamment chef de division air au cabinet militaire du président de la République, chef d'état-major de l'armée de l'air. Votre intelligence et votre clairvoyance ont décidé le chef de l'État fait de vous un précieux collaborateur, directeur de cabinet militaire. À ce poste, vous faites preuve de compétence et d'un sens aigu de responsabilité. Le général de division aérienne Bertin Bada dirige le cabinet militaire du président de la République, chef suprême des armées. Connu comme un chef militaire rigoureux, il jouit d'une grande estime de la part de ses collaborateurs. Ces officiers sont à présent généraux de division pour prendre rang au 1er mars 2024. Par ces nominations, Patrice Talon renforce le commandement de ses troupes et par le même coup rehausse l'image de marque du Bénin dans le concert des nations.
Et vous l'avez sans doute remarqué dans les images, l'inspecteur général de police Soumaïla Yaya, il passe officiellement au grade d'inspecteur général de police de première classe. La cérémonie officielle de port de galon a eu pour cadre ce vendredi la direction générale de la police républicaine. Le détail avec Arnaud Adadja et Daniel Ada. Un cérémonial tout en couleur, il consacre le port de galon de Soumaïla Yaya. L'homme devient officiellement inspecteur général de la police de première classe, l'équivalent d'un général de division. Cet officier supérieur titulaire de plusieurs diplômes, brevets et certificats professionnels a occupé de hautes fonctions au sein des forces de défense et de sécurité. Conseiller technique juridique du chef d'état-major général des forces armées béninoises en 2013, il a été élevé au rang de directeur général adjoint de l'ex-gendarmerie nationale, puis directeur général par intérim de cette institution en novembre 2015. Gendarme de haut rang, il a franchi différentes étapes. Il est l'un des acteurs qui ont aidé l'État à la création de la police républicaine. Ce port de galon est un mérite, une reconnaissance du travail bien fait. Cette promotion, la première dans l'histoire de la police républicaine, est le gage de la confiance sans cesse renouvelée du président de la République à votre personne et par ricochet à l'institution tout entière. Je voudrais saisir cette opportunité pour exhorter tous les fonctionnaires de police à se mettre davantage à la tâche afin de porter plus haut le flambeau de la police républicaine. Ces félicitations des ministres de la Justice, de la Défense et de l'Intérieur, des préfets de sécurité, des généraux et du haut commandement de la police permettent de faire de l'inspecteur général de la police de première classe, Soumaïla Yaya, un exemple pour la jeune génération. Place à présent au dossier du jour. Vous vous y rendez peut-être pour loisirs ou votre propre culture. Les bibliothèques et les librairies sont des lieux d'accueil du livre en format papier. Plus que les bibliothèques, les librairies vivent des livres. Mais à l'ère du numérique où les livres sont aussi numérisés, les librairies peuvent-elles survivre? Jean Obimé, Igor Ayoso et Patrick Jossou ont essayé de répondre à la question. Reportage. Ces étagères, des tablettes de planches superposées horizontales et qui servent à accueillir des livres, ce sont les rayons d'une bibliothèque ou d'une librairie. Ici, nous sommes à la bibliothèque de l'Institut français du Bénin, Est-Centre culturel français de Cotonou. Là, nous sommes dans une librairie, Sa Voix d'Afrique de Cotonou. À la bibliothèque, le visiteur lit des livres, parfois présentés et vanté par le bibliothécaire. À la librairie, le visiteur achète des livres, souvent vendus et vantés par le libraire. Présidente de l'Association des libraires professionnels du Bénin et vice-présidente de l'Association internationale des libraires francophones, cette libraire nous parle de l'avenir du livre papier à l'ère de la digitalisation. Depuis que nous travaillons dans ce secteur, nous recevons toujours des demandes de livres au format papier. Lorsqu'un auteur sort un livre et qu'il dit que le livre est disponible en ligne, il constate qu'il n'y a pas une vente. Mais dès qu'il procède à la présentation, au lancement de livres au format papier, ça déclenche la vente. L'intimité que le lecteur veut avoir avec le livre au format papier existe toujours. Un avenir incertain, selon cet écrivain, bibliothécaire à l'Institut français du Bénin. Vous publiez, vous déposez une trentaine dans les librairies classiques. Vous revenez 1 an, 2 ans après. À peine dans les 30, vous avez vendu 2 ou 3. Parce que les libraires n'ont aucune politique de marketing. Une librairie aussi doit avoir quand même des stratégies de vente. Il doit avoir des séances de dédicaces où l'auteur est régulièrement invité pour présenter son livre à un lectorat donné. Les libraires ne sont pas dans cette posture. Responsable d'une grande librairie stigmatisée comme occidentale, cette libraire s'explique. Si le livre n'est pas présentable, si le livre n'est pas bien imprimé, n'est pas de bonne qualité,
déjà qu'on a du mal aujourd'hui à emmener la population à lire, donc ça rendrait la tâche encore plus difficile. Le directeur de la Bibliothèque nationale, éditeur à l'origine, apporte aussi son point de vue. Le livre se porte bien. Le canal par lequel nous analysons la santé du livre, c'est les points d'accès à la lecture, les bibliothèques et les centres de lecture publics. Et donc, quand nous consultons le niveau de fréquentation, le niveau d'intérêt que nous avons notamment dans les territoires, l'intérêt des populations pour l'information documentaire en général et pour le livre en particulier, cet intérêt est sans cesse croissant. En fait, le numérique est un allié du livre. Le numérique est un outil qui, bien exploité, peut renforcer l'intérêt des lecteurs, les plus jeunes notamment, pour le livre. Et donc, moi, je ne vois pas le numérique ou le processus de digitalisation qui se généralise aujourd'hui au Bénin comme étant une menace pour le livre. Au contraire, il faut savoir l'utiliser pour diffuser davantage avec les réseaux sociaux notamment et les différents outils, les applications et les plateformes qui peuvent se développer pour la vente. L'ère du numérique semble donc être une opportunité qui se livre pour le livre papier. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.